allez faire ce test de langue appliquée qu'on appelle Fachsprachprüfung. Vous savez, la langue c'est incontournable. Ça vous offre les opportunités et c'est obligatoire. Donc, c'est pas aussi difficile, c'est faisable. Ça fait donc que quand vous êtes sur place, c'est vrai, il y a la bureaucratie, il faut aller à la mairie, il faut aller dire qu'on est là, le thème, là, il faut donner une adresse, ces petits trucs qui vont avec. Bon, nous, on va juste se concentrer sur les étapes de la spécialisation. Donc, vous allez donc aller faire vos cours et à la fin, l'objectif sera que vous fassiez ce Fachsprachprüfung. Et comme je disais, c'est un examen de langue. C'est un examen purement de langue. C'est vrai, c'est la langue appliquée à la médecine, mais c'est un examen de langue, donc c'est pas pour vos compétences médicales. C'est un examen oral. Quand vous faites vos cours de langue, vous allez vous inscrire à l'examen, toujours dépendamment de l'état où vous vivez. Et très souvent, les centres qui font les cours de préparation à ces examens-là, ils vous aident dans les inscriptions. Donc, c'est un niveau de langue C1. L'examen, quand vous avez fini avec vos cours, comme on a vu ici, ça durait 5 semaines. Ça dépend. L'examen lui-même dure 1 heure et ça a 3 parties à 20 minutes. Le but ici, c'est de démontrer que le médecin étranger parle, comprend, communique et se fait comprendre. Donc, c'est purement la langue. Voyez un peu, non? Donc, c'est pour démontrer que en tant que médecin étranger, je comprends la langue, c'est pas à cause de la langue que je pourrais faire une grave erreur médicale. Ça ne doit pas être parfait. Mais je comprends la langue au point où si j'ai un patient devant moi qui présente des symptômes d'un infarctus du myocarde, je le reconnais. Et je sais ce que je dois faire avec ce niveau de langue-là. Donc, c'est le but de ce Fachsprachprüfung. Comme je disais, ça a 3 parties. La première partie, c'est une conversation médecin-patient, dont l'un des examinateurs joue un rôle de patient. Il faut faire une anamnèse, il faut poser des questions, l'historique médical, après poser un diagnostic, expliquer aux patients quelles sont vos suspicions, quels sont les examens qu'il doit encore faire. Cette communication-là. Et le patient, c'est un examinateur. Ce ne sont pas les gens qui sont là pour vous faire échouer, un truc comme ça. Non, ce sont des gens humains qui vous écoutent, avec qui vous pourrez parler. En deuxième lieu, il faut faire la documentation. C'est-à-dire, c'est un genre de lettre du médecin. Ça sera juste une forme écrite de la première partie. Vous allez donc écrire votre anamnèse avec le jargon médical, votre diagnostic, les examens et tout le reste. Et là, on regarde la grammaire et l'orthographe. Comme je disais, c'est un examen de langue. Et la troisième partie, c'est une conversation médecin-médecin, un peu comme dans la vie pratique. Vous voyez un patient, vous parlez avec lui, vous précisez vos examens complémentaires et après vous en parlez avec votre médecin-chef. Donc, c'est ça qu'on pratique. Et dans cette conversation médecin-médecin, vous allez donc présenter votre patient à un collègue médecin, vous allez discuter sur le cas, la conduite à tenir, votre diagnostic. Le tout va se faire dans un jargon médical. Donc, un manque de connaissance médicale, déjà, c'est pas négatif pour cet examen-là. Si parmi les examens que vous avez prescrits au patient, vous avez oublié de lui faire une radio, un truc comme ça, c'est pas le plus important. Le plus important, ça sera la communication, parce que c'est d'abord un examen de langue. L'examen qui vise sur les connaissances médicales, ça arrive. Voilà, donc on veut voir que le candidat peut bien causer et tout. Je vous donne un exemple, j'ai un collègue, il est en neurologie, et lui il vient de l'Égypte, et il est passé par là, et cet examen, il a fait ses cours de préparation, il a fait aussi l'hospitalisation, et il a pas eu de problème à cet examen-ci, donc c'est quelque chose qui est abordable. Donc je profite donc de cette partie-ci pour répondre à une question où un follower demandait comment faire pour vaincre la barrière de la langue. Tout ce que je peux dire, c'est intégrer la langue dans votre quotidien. Au début, regardez la télévision allemande, écoutez la radio allemande, suivez les réseaux sociaux allemands, lisez les journaux allemands. Ça va faire comme le charabia au début, mais ça va venir. Donc, votre apprentissage de la langue ne doit pas s'arrêter au moment où vous êtes au cours de langue. Essayez d'être dans le jargon, de continuer Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que la langue que vous apprenez au cours de langue,
c'est différent de ce que le patient va causer avec vous à l'hôpital. Parce qu'ici, il y a d'abord ce qu'on appelle le dialecte. Donc, au cours de l'an, dans le livre, c'est écrit comment on dit bonjour en disant Guten Tag. Ici, vous allez venir, on vous dit Moin Moin, Servus. Donc, il y a aussi cette différence-là. C'est pour ça que l'hospitalisation est bien, même si ce n'est pas rémunéré, ça vous permet de comprendre ces thèmes-là. On a par exemple, j'ai une connaissance, aussi un médecin étranger, quand il arrive ici, les gens disaient Auf Wiederschauen. Il ne comprenait pas ce qu'il veut dire. Pourquoi? Parce que lui, il a appris que dire au revoir, c'est Auf Wiedersehen. Dans ces écarts-là, il ne comprenait plus. C'est donc pour la raison pour laquelle c'est important de juste utiliser chaque occasion pour parler et écouter allemand, parce que ça va vous permettre de connaître ces petits trucs-là. Et ces cours-ci sont bien sûr payants. Ça peut, comme on a vu tout à l'heure, c'était 600 €. Donc, c'est ça, c'est un peu ça le budget. On va continuer. Quand vous avez dans votre examen de langue appliquée, on continue avec la demande d'autorisation d'exercer.